Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer tout de suite ce dernier atelier de ce Paris Air Forum sur la question du financement d'avions. Va-t-il se tarir dans les années qui viennent? Alors, je ne vais pas développer ici avec vous tout ce qui touche aux turbulences économiques que l'on ressent depuis 2008. Vous les connaissez tous évidemment. Néanmoins, elles posent question, ces turbulences. Est-ce qu'elles peuvent signifier effectivement la raréfaction des crédits? Est-ce qu'elles peuvent poser problème dans le cadre de financement d'appareils, alors qu'on le sait, les constructeurs battent record sur record de livraison? Alors pour évoquer cette question, deux experts du sujet, que je remercie d'être présents avec moi aujourd'hui. Pascal Lefebvre, tout d'abord, bonjour. Vous êtes la directrice du département des transports de la COFAS. Et Christian McCormick, bonjour. Bonjour. Vous êtes managing director responsable mondial financement aéronautique de Natixis. Alors, avant de démarrer, peut-être un mot de présentation très court sur vos deux structures respectives. On commence avec vous, Madame Lefebvre. D'accord. Bonjour, donc effectivement je travaille à la COFAS. Alors certains d'entre vous doivent connaître COFAS, entreprise privée, puisque en plus depuis quelques jours nous avons été introduits en bourse, et sinon 40% du capital est détenu par Natixis. Mais nous exerçons une activité pour le compte et avec la garantie de l'État, et notamment quand on intervient pour assurer les financements à l'exportation, on intervient avec cette casquette en fait compte État. Christian McCormick. Bonjour Michael, bonjour à tous. Natixis, un des leaders de financement aéronautique dans le monde depuis quelques années maintenant. Nous avons une flotte d'environ 590 avions, ce qui représente 2 fois la flotte d'Air France. Nous étions considérés comme le premier arrangeur de financement aéronautique depuis environ 3 ans, 4 ans maintenant, et nous espérons garder cet honneur pendant les prochaines années. Alors, Christian McCormick, ma première question va s'adresser à vous. On va parler de commandes, puisqu'on le sait, les records sont battus d'année en année. Si je prends l'année 2013, par exemple, on était à 3640 commandes au total, 234 milliards de dollars. Par rapport à 2007, c'est plus 16%, c'est une progression énorme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments complémentaires ? Oui, Michael, en effet, le bénéfice net de l'industrie en 2013 s'élève à environ 13 milliards de dollars. Ce chiffre est prévu d'augmenter, selon IATA, aux alentours de 18 milliards de dollars dès 2014. Le nombre de passagers d'une année sur l'autre, de 2012 à 2013, a augmenté de 5,2%. Donc c'est un marché en très grande croissance. Les commandes de 2013 sont effectivement aux alentours de 234 milliards de dollars. Il est intéressant de mettre ce chiffre en perspective. Boeing a annoncé hier ses nouvelles prévisions pour les commandes des 20 prochaines années. Et Boeing annonce que nous aurons 5 200 milliards de dollars d'avions qui seront commandés et livrés dans les 20 prochaines années. Donc le chiffre de 234 milliards étonne, mais celui de 5200 milliards peut étonner encore plus. Et Boeing est probablement pas loin du compte. Nous avons prévu environ 36 000 avions dans les 20 prochaines années. 36 000 avions à livrer, à comparer aux 3 400 avions commandés l'année dernière. Actuellement, les compagnies livrent environ 1500 avions par an, les constructeurs. Et nous espérons que ce carnet de commandes qui s'élève aujourd'hui à 12 250 unités va bien être livré. Cela représente quand même 8 années de production. Et je pense que l'une des discussions que nous aurons aujourd'hui sera de parler effectivement de la crédibilité de ce carnet de commandes. Est-il surévalué? Est-il surdimensionné? Nous en parlerons certainement tout à l'heure. Ben, on peut en parler tout de suite si vous voulez d'ailleurs. Allons-y sur ce sujet. Est-ce qu'il vous semble surévalué? Quand on est constructeur, on n'a pas forcément intérêt à dire qu'on ne vendra pas dans les années qui viennent. Bien sûr. On peut se poser la question sur ce carnet de commandes. La dernière annulation de commandes d'Emirates a choqué pas mal de monde. On ne pouvait pas, il y a encore quelques années, annuler des commandes sans subir d'importantes pertes financières, puisqu'une commande était associée à un important acompte qui devait être versé au moment de la signature. Donc si Emirates, il y a quelques années, avait annulé cette commande importante de 350, le coût aurait été prohibitif pour eux.
Le fait qu'ils aient pu le faire peut nous amener à se poser la question de la qualité de ce carnet de commandes. Est-il réellement, est-ce vraiment un carnet de commandes qui est committed, on dit en anglais, est-il committé et est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de spéculation, de double emploi avec des commandes passées par des lessors, etc. Ce sont les sujets que l'on débat actuellement dans l'industrie et dans le monde financier. Quel est le niveau de fiabilité de ce carnet de commandes? Donc la question se pose, Michael, je crois que personne n'a vraiment la réponse et le temps nous le dira. L'un des sujets majeurs est de savoir dans quelle mesure les operating lessors qui ont commandé des avions mais qui n'ont pas de ligne à exploiter n'ont pas doublé les commandes qui ont aussi été commandées par les compagnies aériennes qui, eux, connaissent leurs besoins en fonction des lignes qui sont disponibles aujourd'hui et ils ont prévu d'ouvrir dans les prochaines années. Et c'est ce double emploi, cette possibilité de double commande qui fait un petit peu peur et qui fait que l'on peut se demander si cet important carnet de commandes n'est pas un peu surdimensionné. D'accord. Alors, je reviens à l'année 2014. Les seules livraisons pour cette année représenteront un besoin de financement de 107 milliards de dollars. Sans parler encore de quel type de financement elles vont en poupe, est-ce qu'on peut effectivement expliquer aujourd'hui comment se vendent-ils les sources de financement? Alors, 107 milliards de dollars effectivement cette année. C'est une hausse par rapport à l'année dernière qui était plutôt aux alentours de 90 à 95 milliards. On attend 125 milliards l'année prochaine. Donc, comme vous le voyez, c'est un besoin qui est en constante évolution et en constante croissance. Et actuellement, les sources de financement sont 36% assurées par les banques. Le solde étant réparti de manière plus ou moins équitable. On doit trouver 14% en crédit export. La trésorerie des compagnies aériennes représente quand même une source importante, environ 30%. Le marché des capitaux, 16%. D'autres sources, 3%. Notons quand même, je me permets de le dire de la part d'un banquier, que lorsqu'on finance un avion par la COFAS, par le crédit export, le funding, l'argent qui sert à financer l'avion, vient quand même globalement des banques. Lorsque l'on parle de financer un avion par le biais des marchés financiers, les structures mises en place pour les investisseurs sont mises en place par des banques. En d'autres termes, la banque reste l'incontournable élément dans le financement de ces appareils. On vient de parler de crédit export, on peut peut-être voir ce sujet plus particulièrement avec vous, Pascal Lefebvre. Oui, donc nous, côté européen, donc quand on garantit les appareils Airbus, on intervient bien sûr avec nos collègues britanniques et nos collègues allemands. Alors on ne voit qu'une tête parce qu'on pratique beaucoup de réassurance, mais il faut savoir qu'on ne finance pas les avions à proprement parler, on garantit le financement qui doit être mis en place, alors notamment par les banques, ou bien depuis quelques années via des émissions obligataires. Donc effectivement, c'est là un petit peu la limite du système européen au jour d'aujourd'hui, quand on a en face de nous des constructeurs qui, eux, peuvent faire appel à des assureurs crédits qui ont aussi la capacité de prêter. Alors, on a détaillé plusieurs méthodes de financement. Est-ce qu'on peut finalement rentrer un petit peu dans le vif du sujet et voir un peu quels sont les avantages et quels sont aussi, évidemment, les inconvénients des unes et des autres? Alors si je peux faire mon autocritique du crédit export, puis après tu me compléteras si tu le souhaites. Alors le désavantage principal, comme on vient de le voir, c'est qu'on n'apporte pas le financement. On peut uniquement le garantir. Un autre inconvénient, c'est que comme on intervient donc chacun pour le compte de gouvernement, c'est des processus qui peuvent être un petit peu longs et sans doute pas suffisamment souples, même si ces dernières années, je pense qu'on a vraiment montré une certaine réactivité, comme on le verra plus tard, pour s'adapter à toutes les turbulences que le secteur a pu rencontrer. Bon, c'est vrai que c'est des processus qui sont un petit peu longs. En contrepartie, on a jusqu'à présent toujours joué notre rôle de subsidiarité, c'est-à-dire que nous, dès lors que le marché peut faire, on laisse le marché faire. C'est normal. Mais par contre, à chaque fois qu'on a eu besoin du support de l'État, on a toujours été présent
comme ça a été le cas par exemple en 2008, où 2008-2009, où on a réagi vraiment très vite, on a augmenté très vite nos capacités d'intervention. Donc ça, je crois que c'est vraiment l'avantage, c'est que c'est un mode de financement sûr quand les autres peuvent un petit peu s'amoindrir, et donc des grandes capacités quand c'est nécessaire. Et puis je pense que ça permet aussi d'avoir une certaine visibilité, parce qu'on peut prendre des financements en garantie 6 mois, par exemple, avant la livraison d'un bateau, ce qui permet à la compagnie aérienne ou au loueur de pouvoir, assez en amont des livraisons, mettre en place son plan de financement. Et puis, je pense qu'on a aussi l'avantage de pouvoir assurer des financements assez performants, avec ce qu'on appelle des quotités financières, enfin des pourcentages de financement du prix de l'avion assez élevés, puisqu'on a des règles internationales à suivre, mais on peut aller jusqu'à 85% du prix d'un appareil. Concernant les autres modes, trésorerie, dette bancaire? Alors, la première source de financement étant la trésorerie de la compagnie aérienne, je me permettrai de rappeler simplement une des plus vieilles blagues de l'industrie: comment devenir millionnaire en aéronautique? Commencer par être milliardaire. En effet, c'est une industrie qui consomme une quantité de cash inimaginable en cas de crise. Et donc, le recours à la trésorerie pour une entreprise, pour une compagnie aérienne, c'est la dernière chose à faire. Et beaucoup de compagnies le font de manière temporaire, avec l'objectif de financer les livraisons et ensuite de financer plus à long terme avec le concours des marchés financiers ou des banques, les avions une fois livrés dans un délai qui n'excède pas 1 à 2 années passé la date de livraison. Donc la trésorerie est une solution, mais ce n'est pas une solution pérenne, ce n'est pas une solution qui est destinée à être définitive. Reste bien sûr la dette bancaire, le deuxième. La dette bancaire a 2 caractéristiques: le risque associé à la compagnie aérienne, le risque associé à la nature de l'avion. Mais il y a aussi le côté funding. Il faut trouver l'argent, le dollar, les dollars. On va y venir dans une question plus tard peut-être. La disponibilité du dollar reste un problème pour le marché bancaire européen en particulier, mais même aux États-Unis, puisque ces avions sont tous financés en dollars. Donc la dette bancaire a ses limitations en niveau de risque et en capacité aux banques d'apporter tout le funding, toute la trésorerie bancaire nécessaire pour financer cette énorme masse de capital qui est nécessaire pour ces avions. Donc la ressource supplémentaire que les banques ont mis en place depuis quelques années maintenant, c'est de pouvoir faire des montages, faire des structures qui vont bénéficier à des investisseurs extérieurs, ce qu'on appelle le marché des capitaux. La dette bancaire ayant une limite, à la fois en termes de risque et en termes de capacité de financement, de funding, il faut trouver de l'argent ailleurs, et nous faisons des montages de plus en plus maintenant, et on va faire bénéficier au marché des capitaux, à des investisseurs extérieurs, notre savoir-faire, et ils vont investir à nos côtés dans des projets. La troisième solution, c'est l'investissement marché capitaux dans des projets de leasing. Ça se voit beaucoup depuis 2008. On voit beaucoup de sociétés de leasing qui se créent depuis 2008, de nouvelles sociétés de leasing. Et là, on voit des fonds investir très lourdement dans l'achat d'avions avec l'objectif de les voir exploités par ces sociétés de leasing et éventuellement réaliser un bénéfice sur l'exploitation en location et non pas en service, puisque c'est la compagnie aérienne qui mettra en service l'avion sur les lignes. Alors le crédit export, bien sûr, Pascal en a parlé. N'oublions pas cependant, c'est une source de garantie, ça ne change que le niveau risque. Le niveau du risque, ça ne résout pas le problème du funding. Le funding reste à la charge de la banque. Quand nous finançons un crédit export, nous sommes en risque souverain et non plus en risque airline, mais il faut quand même funder l'opération. Donc là aussi, nous avons nos limitations. Et effectivement, il y a des nouveaux produits qui se sont mis en place ces dernières années pour permettre d'utiliser la garantie des organismes de crédit export, que sont la COFAS, Hermès et CGD, voire Exim aux États-Unis, pour faire de la titrisation et donc placer sur le marché des capitaux des opérations garanties par les organismes de crédit export. Alors, on en vient au contexte économique, parce que là on a parlé de plusieurs bonnes nouvelles, on va dire. Une crise des liquidités depuis 2008, c'est un point. Crise des dettes souveraines dans la zone euro, c'en est un autre. Retrait, en tout cas partiel, des investisseurs américains, ça c'est depuis 2011 à peu près. Réglementation bancaire de plus en plus difficile, on va parler des banques européennes. Bref,
2008-2011, est-ce qu'il y avait de vraies raisons de s'inquiéter à l'époque, Pascal Lefebvre? Je pense, en tout cas tout le monde s'est inquiété, faut être honnête, parce qu'il faut voir qu'aussi en 2008, on arrivait déjà de 7 années précédentes qui avaient été compliquées pour le transport aérien, avec les événements du 11 septembre, le SRAS, enfin, il y avait déjà eu toute une conjoncture de facteurs exogènes assez compliqués, donc est venue s'ajouter à cela la crise de liquidité, et puis après le problème des financements en dollars, comme Christian l'avait déjà souligné. Donc c'est vrai qu'on a vu une modification assez profonde du paysage. Alors on avait jusqu'en 2008, les banques européennes et surtout françaises étaient présentes dans énormément de financements. Donc suite à cette crise, on a eu un petit peu une redistribution avec l'intervention. Alors je parle moi sur le marché que je connais, hein, donc c'est le financement des avions européens, donc essentiellement Airbus, ATR, donc avec l'intervention de banques américaines qu'on voyait très peu auparavant et dans une moindre mesure de banques japonaises. Et aux moyens de financement bancaire traditionnel et sont également venus d'autres sources de financement avec les marchés des capitaux, ce qui fait qu'en fait, à aucun moment, il n'y a eu de gap dans les financements. Moi, je n'ai pas connaissance d'un seul avion qui n'ait pas pu être livré faute de financement. Je pense qu'on fait... Voilà, donc on a aujourd'hui à notre disposition une palette de possibilités de financement qui quand même nous conforte, sans parler aussi des loueurs opérationnels sur lesquels on pourra revenir un petit peu plus tard, qui eux aussi apportent certaines solutions. L'inquiétude s'est complètement dissipée aujourd'hui? Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, même si on devait être confronté à un nouveau choc, je pense qu'il y a tellement d'acteurs sur le marché. Enfin, on peut aussi rajouter, par exemple, les compagnies d'assurance ou les fonds de pension qui aiment bien ce type de financement, parce que ce sont des financements à long terme qu'on peut faire à taux fixe. Donc je pense qu'il y a vraiment une capacité, et donc même si on devait voir le retrait de certains acteurs, d'autres seraient là pour prendre le relais. On a des offres assez complémentaires, me semble-t-il. On le disait, les banques asiatiques, Moyen-Orient, sont engouffrées ces dernières années sur le marché du financement. Juste un chiffre, aujourd'hui, elle représente, je crois, 23% du financement du secteur aéronautique selon Boeing, juste derrière les banques européennes qui sont talonnées. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Christian McCormick sont vos concurrents directs, finalement. Comment vous appréhendez ce sujet? Les banques... Boeing a tendance à effectivement espérer, depuis de nombreuses années maintenant, un transfert de l'expertise et de la source de financement pour le financement des avions vers des banques moyen-orientales ou des banques asiatiques. Pour quelle raison d'ailleurs? Il faudra leur demander. Peut-être que la dominance des banques françaises que nous formons avec CACIB, BNP, Société Générale et nous-mêmes a fini par les agacer un petit peu. En tout cas, notre dominance n'a pas cessé. Il y a eu effectivement des soubresauts pendant la période difficile 2008-2011 avec ce que vous évoquiez, le funding gap. En fait, on appelle ça en anglais le funding gap, qui a été détecté dès 2008 et qui ne s'est pas avéré. Et Pascal l'a très bien dit, il n'y a pas eu un avion qui n'a pas eu un financement pendant cette période. Probablement aussi parce que les organismes de crédit export ont très vite réagi pendant cette période difficile et se sont mis en ordre de bataille pour apporter les garanties nécessaires, pour évacuer l'inquiétude associée au risque des compagnies aériennes pendant cette période, en transformant le risque compagnie aérienne en risque souverain pour permettre la livraison de ces appareils. Et donc un grand bravo aux organismes de crédit export d'avoir réagi aussi vite et d'avoir augmenté leur participation dans l'industrie jusqu'à 35-38% dans les années difficiles, alors que historiquement on est plutôt aux alentours de 20%. Les banques se sont vite redressées, ont repris un petit peu les choses en main et ont mis en place différentes solutions. On parle beaucoup dans les banques aujourd'hui, dans le secteur bancaire, du modèle O2D, Originate to Distribute, c'est-à-dire qu'on origine des transactions pour les distribuer. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui s'est toujours fait dans les banques. Quand on est expert dans un secteur, on origine les transactions, on les structure, on les arrange. Et ensuite, l'objectif n'est pas toujours de tout garder nous-mêmes. On va faire profiter de notre expertise à d'autres banques
Ce qui a peut-être changé depuis 2008, c'est que comme beaucoup d'investisseurs et de fonds se sont vus très maltraités pendant les crises, avec ce que l'on connaît du côté de l'Islande et même aux États-Unis avec les différentes faillites, et puis en Angleterre bien sûr, ces fonds sont encore capables de générer une quantité de cash phénoménale, mais ne souhaitent plus l'investir là où ils l'investissaient avant, c'est-à-dire dans l'immobilier et dans les mauvais crédits avant. Ils cherchent aujourd'hui de meilleurs investissements, des investissements plus sûrs. Plus sûr veut dire un petit peu moins rentable, certes, mais surtout où le mélange qualité-risque et qualité de la rémunération est plus raisonnable et permet de sauvegarder ses billes lorsqu'on investit. Et nous voyons un afflux surtout de fonds et d'investisseurs qui viennent dans cette industrie depuis 2008. Ces gens-là arrivent en créant des sociétés de leasing, en rachetant des équipes anciennes ou en se joignant aux banques pour acheter ce qu'on appelle vulgairement pour acheter notre papier. On va préparer une transaction et on va vendre à ces gens-là un petit peu de nos transactions. Pour le cas de Natixis, nous restons toujours impliqués dans nos deals. Ce qui rassure nos investisseurs, c'est que nous sommes en première ligne et souvent d'ailleurs en première ligne avec une majorité des parts, ce qui est rassurant. Ce n'est pas le cas de toutes les banques, mais c'est plutôt vers ce modèle-là qu'on est arrivé et ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a eu une crainte de l'industrie, bien au contraire, c'est une industrie qui se porte, le financement aéronautique est une industrie qui se porte très bien, qui est globalement peu risquée par rapport à d'autres et qui est bâtie sur une qualité d'un produit qui est l'actif, ce qu'on appelle vulgairement le métal volant. On se réfère au métal volant comme étant un actif qui a une particularité, c'est qu'il est mobile. C'est mieux que financer une autoroute, c'est mieux que financer un immeuble. Parce que quand votre autoroute ou votre immeuble ne sont pas assez rentables pour assurer les cash flows pour rembourser le crédit, vous devez laisser l'autoroute où il est. Quand un avion, une airline ne peut plus assurer le funding, le remboursement de ses cash flows, eh bien on prend l'avion, on le met ailleurs. Et je peux vous donner l'exemple, que ce soit aussi lointain que Paname ou plus récemment Swissair, Sabena, Ansett ou même les faillites les plus récentes, tous les avions qui ont volé dans ces compagnies aériennes continuent aujourd'hui à voler et à générer du cash pour rembourser les crédits qui ont permis à ces avions d'être financés le jour de leur naissance. On peut considérer qu'un avion a plus de valeur qu'une usine finalement? Pour un investisseur, hein, bien sûr. Le premier avantage, c'est qu'il se repossède beaucoup plus facilement qu'une usine. Non, effectivement, moi je pense que c'est vraiment un bien qui intéresse énormément d'investisseurs, parce que comme le soulignait Christian, en général, quand on finance un avion, on prend une sûreté réelle dessus. Ça veut dire que le jour où la compagnie est plus en mesure de le rembourser, eh ben, on va le rechercher. Et on se rembourse ou en le revendant ou en le relouant à une autre compagnie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très attrayant. On est à peu près sûr d'avoir des pertes, en tout cas limitées, si ce n'est à la fin de faire des bénéfices, en fait. Aujourd'hui, les compagnies internationales ont la capacité d'émettre des actions qui sont adossées aux avions. Qu'est-ce que ça change fondamentalement ? Ce sont des structures ils ont des noms, principalement utilisés aux États-Unis d'ailleurs, le EETC, qui veut dire Enhanced Equipment Trust Certificate. C'est une forme de titrisation, multitranche, où on va simplement prendre un avion, on va le trancher avec des tranches de seniorité par rapport aux autres. L'avantage étant que les tranches les plus seniors, les premiers 20% de la valeur de l'avion, vous savez que c'est du AAA, parce qu'un avion vaudra toujours 20% de sa valeur. Quand vous approchez les 60, 70, 80%, vous êtes un peu plus risqué, eh bien ce sont des tranches qui se vendront un peu plus cher. Mais le mix de toutes ces tranches vous donne un financement particulièrement intéressant en termes de pricing pour la compagnie aérienne ou la compagnie qui émet ces titres. Et c'est une source de financement qui a été dominante pour quasiment l'intégralité de la flotte américaine depuis ces dernières 10 à 15 années. C'est une forme de structure qui évolue,
vers ce que l'on appelle les ABS, c'est-à-dire Asset Backed Security, qui est une autre forme de vente d'actions basée sur les parts dans des avions, mais qui est plus adaptée aux compagnies de leasing, les lessors, qui sont aujourd'hui, bien sûr, très présents sur le marché. Donc on a l'ABS pour les lessors, le WTC pour les compagnies aériennes. Je reviens à la question des marchés financiers. Leur poids aujourd'hui dans le financement global du financement aéronautique, c'est 22%. On revient à 2009, 3%. On le voit, la progression est quand même spectaculaire. Est-ce qu'elle est partie pour durer? Est-ce qu'il est juste donc de dire que les marchés financiers sont un petit peu les nouvelles stars du financement? Les lessors sont-ils les nouvelles stars? C'est juste l'augmentation de la part... ah non, vous évoquiez, parce que je crois que vous avez dit l'essor, vous parliez en fait du marché des capitaux, oui, 22%. Oui, c'est juste, le marché des capitaux avait disparu un petit peu en 2009. Ceci dit, si on va plus loin historiquement, on revient même jusqu'en 90 et 2000, la part des marchés des capitaux était nettement plus élevée. Alors 22%, c'est un chiffre qui est probablement pas loin de la moyenne mondiale sur ces dernières 20-25 années. Il n'y a rien de choquant. Je m'attends à ce que ce chiffre augmente, tout simplement parce que la capacité de funding des banques est limitée du fait des réglementations imposées sur les fonds propres des banques. On a une capacité limitée de funding que l'on peut apporter, quel que soit le risque, même si c'est du risque garanti par les États souverains. Nous avons une quantité limitée de funding que nous pouvons apporter et il est donc indispensable que les banques puissent compter sur d'autres sources de funding que sont le marché des capitaux, quitte à ce que ce soit les banques qui arrangent, qui structurent ces opérations pour ces investisseurs. On a parlé de ratio. Je crois qu'aux États-Unis notamment, il est finalement complètement inverse. Comment vous l'expliquez? La part des marchés financiers comme nettement plus importante. Oui, absolument. Alors c'est probablement, Pascal, tu voulais peut-être répondre? Non, mais vas-y. C'est probablement les conséquences de faillites multiples aux États-Unis qui ont eu lieu dans les années 90 et même avant, et qui ont échaudé les banques américaines sur le produit de financement des compagnies aériennes. La fameuse loi du chapitre 11 sur les faillites aux États-Unis a été modifiée plusieurs fois, mais dans sa version d'origine, elle était censée protéger les prêteurs. Elle n'a pas protégé les prêteurs, elle a plutôt protégé les compagnies aériennes qui ont tenté de faire des faillites multiples pour avoir la renégociation de leurs contrats de prêt en défaveur des banques. Alors, les banques américaines ont plus ou moins décidé pendant cette période de se retirer du secteur et de proposer, c'est un peu américain je suppose, j'espère qu'il n'y a pas d'américains dans la salle, de laisser aux investisseurs non bancaires le soin d'investir dans cette industrie. Sachant que les investisseurs, par conséquent, plus grand risque, meilleure rentabilité, c'était un juste retour des choses. Mais c'est vrai que le marché américain depuis 20 ans est plutôt porté sur les investisseurs que sur les banques américaines n'étant pas prêteuses sur cette industrie. J'aimerais qu'on revienne sur l'Europe. Pascal Lefebvre, les difficultés des compagnies aériennes européennes se traduisent-elles dans les faits par des difficultés d'accès au financement? Alors en fait, en tant qu'assureur crédit, moi je n'ai pas le droit d'intervenir sur la France parce que ce n'est pas une exportation, je ne peux intervenir que sur les exportations, ni sur la Grande-Bretagne, ni sur l'Allemagne, ni sur les États-Unis parce que... Comment ? Réduit le champ. Pas mal. À cause d'un gentleman agreement qu'on a avec notre confrère américain, c'est-à-dire donc US Exim côté États-Unis, donc qui est l'équivalent de la COFAS aux États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas, et ici GD et Euler Hermès, donc les équivalents en Grande-Bretagne et en Allemagne de COFAS, se sont interdits d'intervenir sur ces marchés il y a assez longtemps maintenant pour ne pas fausser la concurrence, puisque justement US Exim par exemple ne pourrait pas intervenir pour garantir des financements de Boeing sur le marché américain. Donc ça aurait créé une inadéquation entre les deux marchés. Donc nous déjà, donc les compagnies de ces trois pays, on ne les voit pas. Cela dit, toutes les autres, donc et l'Europe est quand même grande, pourraient venir nous voir, et j'avoue qu'on intervient très très peu sur l'Europe. Donc moi, ce qui me laisse à penser, c'est que ces compagnies arrivent à trouver des financements de marché à des conditions intéressantes. Sinon, je ne vois pas pourquoi elles ne viendraient pas voir les agences de crédit export. C'est votre point de vue également ?
Honnêtement, non. On ne peut pas dire que les difficultés des compagnies aériennes aujourd'hui proviennent des difficultés de financement. Les compagnies aériennes que sont IAG, Air France, Lufthansa ont le soutien total de l'industrie bancaire européenne. Air France est mon premier client. Il est le premier client de beaucoup de banques françaises. C'est le cas de Lufthansa pour les banques allemandes, c'est le cas d'IAG chez nous comme chez d'autres banques. Il n'y a pas de problème de financement chez les compagnies européennes. On a parlé de la question des loueurs tout à l'heure. J'aimerais qu'on approfondisse un petit peu ce sujet. Que l'on soit un loueur ou que ce soit une compagnie aérienne classique, est-ce que fondamentalement le mode de financement change au moment d'acheter un avion ? Alors en fait, je crois qu'aujourd'hui, les loueurs représentent à peu près les locations opérationnelles représentent à peu près 35% de la flotte mondiale, ce qui est énorme. Et c'est un phénomène qui est en pleine croissance depuis plusieurs années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a bien plus que 35% des nouvelles livraisons qui se font via des loueurs pour arriver à une moyenne de 35% en prenant les anciennes livraisons. Donc c'est vraiment un phénomène qui a pris de l'ampleur. Et donc aux acteurs traditionnels qu'on connaissait, que sont ILFC et GICAS, sont venus sur le marché beaucoup d'autres, donc pour ne citer que Boca, Avolon, Jackson. Voilà, donc ces intervenants commandent directement des avions aux constructeurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, ensuite, elles se financent sans doute plus en moyenne sur leur trésorerie de par les fonds que les investisseurs qui interviennent dans ces structures peuvent produire, que la moyenne des compagnies aériennes, je pense. Et elles ont aussi l'avantage de pouvoir faire ce qu'on appelle des sale and leaseback dans le jargon aéronautique, c'est-à-dire qu'une compagnie aérienne a pu commander il y a 5 ans un avion, et puis au moment d'en prendre livraison, en fait, ce que va faire le loueur, c'est qu'il va racheter l'avion à sa place et il va lui donner en location. Donc comme ça permettra à la compagnie aérienne de trouver un financement le moment venu. Ça peut aussi aider au financement des acomptes qui sont dus pendant la période de construction de l'avion. De la même manière qu'on soit une compagnie low cost ou une compagnie dite traditionnelle, est-ce que là aussi les méthodes de financement changent ? J'ai pas énormément de compagnies low cost en portefeuille, on en a une ou deux. Je pense que si elles peuvent éviter le financement export, je dirais qu'elles l'évitent, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu moins souple qu'un financement bancaire sans soutien des agences de crédit. Donc je vais laisser Christian répondre. Je voulais juste faire une petite précision sur les loueurs. Les loueurs d'avions sont des propriétaires d'avions qu'ils louent, mais ils doivent les financer. La seule différence entre le financement d'une société de leasing et d'une compagnie aérienne, c'est qu'une société de leasing va avoir un peu plus d'equity, un peu plus de capital, et du coup, les montants à prêter par la banque pour un avion à un loueur est souvent un peu plus basse. Mais encore une fois, la source de financement des loueurs, c'est bien les banques. Une société de leasing n'est pas un financeur d'avions, c'est un acheteur d'avions. C'est nous qui finançons les sociétés de leasing. Et nous avons dans la flotte de Natixis de grands noms de l'industrie des loueurs aéronautiques, dont Avolon, Jackson Square, Q-Aviation, Awas, AirCap, Air Castle, ILFC, ALS, ils sont tous là, GICAS. On les a tous et c'est nous qui sommes les financiers derrière ces opérations. Donc, pour les low cost, bien sûr, c'est un modèle différent. C'est aussi un exploitant d'avion. La différence avec un avion low cost, c'est que ce sont souvent des avions relativement simples en configuration. Donc, en termes de valeur du métal, nous sommes plutôt favorables à financer un avion simple qu'un avion complexe. Quand vous devez reprendre un avion d'une flotte où vous avez une première classe qui est en fait une mini-suite, pour démonter cette mini-suite et y mettre une première classe normale, ça coûte cher. Donc je préfère avoir un avion qui est facile à démonter, où il y a très peu d'amenities, comme on dit, et donc on est plutôt favorable en termes de qualité du métal volant à un avion low cost qu'à un avion flotte nationale ou flotte complexe, genre Emirates ou Qatar, vous voyez ce que je veux dire.
Donc ils auront plus de facilité. Maintenant, il faut quand même rappeler en termes de crédit export, la COFAS, Pascal le dit, a moins de low cost peut-être dans ses livres. Exim, qui est l'équivalent américain, a financé 99%, je dis bien 99% de la flotte de Ryanair. Ce qui pose un problème à EasyJet, comme cela pose un problème à Air France. Est-ce que la concurrence est faussée? On va poser la question clairement. Alors moi j'aimerais répondre que au jour d'aujourd'hui, non, elle ne l'est plus. On ne va pas se voiler la face. Elle l'a peut-être été sur une période, au moment de la crise, oui, et on s'en est vite rendu compte. Et quand on intervient en tant qu'assureur crédit, en fait, je le disais en introduction, on doit suivre certaines règles qui s'appliquent à toutes les agences de crédit export et qui sont réglées au niveau de l'OCDE. Et donc, en fait, pour améliorer notre système et ne léser personne, on a réécrit cet accord en 2010-2011, en fait, et ça s'est traduit notamment par une augmentation assez sensible du niveau des primes, et qui aujourd'hui reflète le marché. Donc on revoit les primes tous les trimestres, on se base sur des statistiques de marché pour vraiment à chaque fois s'aligner et pour que justement le crédit export ne présente plus davantage en termes de pricing par rapport aux autres sources de financement, et pour que donc une compagnie comme par exemple Emirates, qui est concurrente de compagnies européennes, ne bénéficie pas d'un avantage comparatif en faisant appel au crédit export. Ça a été vraiment un des points cruciaux de cette renégociation de l'accord OCDE en 2011. Comment est-ce que vous, à la COFAS, vous vous adaptez en tant qu'assureur crédit à ces évolutions? On vient d'en voir beaucoup finalement. On voit aussi que ça va vite, ça va très vite. Vous dansez sur un fil en permanence? Non, j'aime pas trop. En tant qu'assureur, j'aime bien les choses assez stables. Mais c'est vrai que là, en fait, on travaille vraiment main dans la main avec le gouvernement français, avec la direction générale du Trésor à Bercy. Et on s'est vraiment donné les moyens d'accompagner nos constructeurs européens en modifiant à plusieurs reprises la loi. Donc on l'a modifié en 2001 pour faire de la garantie inconditionnelle, tout allait bien. Ensuite sont venues les difficultés. Donc en 2010, on l'a remodifié pour pouvoir couvrir directement les émissions obligataires. On n'avait pas le droit de le faire auparavant. Et c'est vrai qu'au moment où certaines banques étaient un petit peu moins présentes, on a eu peur justement de ce funding gap qu'on évoquait. Et donc on s'est empressé de modifier la loi pour pouvoir couvrir directement l'émission obligataire sans avoir à passer par un financement bancaire. Et puis on a remodifié la loi en 2012 aussi pour pouvoir garantir de nouvelles sources de financement que sont par exemple les compagnies d'assurance. Donc voilà, on est à la fois un système qui est parfois pesant, mais je pense qu'on a aussi montré qu'on pouvait s'adapter rapidement pour être sûr de donner les moyens à chacun d'intervenir. Alors avant de laisser la parole au public, une dernière question. Néanmoins, on va faire un petit peu de prospective avec vous, si vous le voulez bien, parce qu'on a parlé des tendances écoulées, mais j'aimerais vous entendre plutôt sur les années qui viennent. Pour conclure, je sais très bien que vous n'avez pas de boule de cristal sur vous, on est bien d'accord. Néanmoins, comment voyez-vous évoluer le financement dans les années qui viennent? Moi, vous l'aurez compris, je suis assez confiante. On a eu quelques frayeurs dans le passé. Là, je crois qu'on s'est vraiment donné les moyens de pouvoir réagir et de pouvoir réagir très vite, puisque maintenant les instruments sont en place. Les financements aéronautiques restent quand même des financements qui sont très attrayants. Comme on l'a souligné, on a un actif derrière. Donc je pense que même si certaines sources de financement doivent s'épuiser, je ne pense pas que ce sera sur l'aéronautique que ça viendra en premier. Et maintenant, plusieurs acteurs sont présents pour pouvoir prendre le relais d'autres qui pourraient disparaître. Donc moi, je suis résolument optimiste. Christian McCormick. Michael, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai quelque chose qui se substitue assez bien et qui est plutôt à la mode. C'est d'actualité. Et je pense que l'Allemagne va gagner. Mais plus sérieusement, non, l'actif... On s'appelle dimanche soir, d'accord? On se voit dimanche soir. L'actif aéronautique reste un actif attractif de par sa valeur intrinsèque, le fait qu'il soit mobile, qu'il puisse être transporté pour régénérer le cash nécessaire au remboursement de l'investissement initial. C'est donc un actif de qualité par rapport à tout ce qui existe pour les investisseurs, tous les autres choix dont peuvent disposer les investisseurs. Et je pense que
L'afflux de nouveaux investisseurs que nous voyons depuis 2008 en est la preuve. Le financement aéronautique a de très beaux jours devant lui, quels que soient d'ailleurs les niveaux de commandes qui peuvent effectivement fluctuer au gré des différentes crises économiques et internationales, mais le financement aéronautique reste quelque chose de tout à fait positif et je suis très optimiste. Bon, la parole est maintenant à vous. On a 5 petites minutes pour vos questions. Qui veut poser la première? Qui est traditionnellement toujours la plus difficile. Eh bien, je vais me lancer une fois de plus. Bonjour, Pascal Parent, AR. On est également loueur d'avions. Christian, on s'est déjà eu au téléphone à plusieurs reprises. J'ai toujours 2 questions qui me viennent à l'esprit. C'est que les avions ont une durée de vie, il y a quelques années, qui allait jusqu'à 30 ans. Aujourd'hui, on voit un petit peu que les avions, leur durée de vie se réduisent à la deuxième dite chèque, c'est-à-dire 24 ans pour les Airbus. Néanmoins, les avions matures, c'est là où on a le plus gros retour sur investissement quand on met du capital dedans. Quelle est la politique de votre banque sur ces avions matures? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous parliez de la fluidité des assets et des avions. Néanmoins, n'y a-t-il pas un frein lorsque certains fabricants de moteurs, qui se déprécient beaucoup moins vite que les airframes, ont une politique un petit peu de monopolie dessus? Et je vais viser personne en particulier, mais je pense que ceux qui sont dans la partie reconnaîtront un constructeur britannique. Et pensez-vous pas justement que comme le 340, 600 et 500 ont été un petit peu tués par ce fabricant, le 350 peut avoir également des problèmes de residual value, vu que à la fin, toute la residual sera sur les moteurs? Deux questions chargées. L'avion mature. Natixis ne finance pas d'avions d'occasion. C'est un choix. C'est un choix car toute entité doit se réserver à sa spécialité. Et nous avons construit sur les dernières 30 années une réelle spécialité à comprendre les avions neufs. Comprendre un avion d'occasion, ça nécessite tout un autre niveau d'art dans ce métier qui comprend ce qu'est un programme de maintenance par rapport à un autre, un bon par rapport à un mauvais, comprendre ce que sont les garanties et warranties, etc. C'est quelque chose qui se développe en interne si on le souhaite, et certaines banques, peu malheureusement, c'est vrai, en ont fait leur spécialité. Je pense en particulier à DVB, une banque allemande spécialisée dans le financement du transport d'ailleurs, et dans le financement d'occasion. Ils ont 150 personnes en aéro. Mon équipe, je vous rappelle, l'une des premières équipes mondiales, nous sommes 25 à l'échelle mondiale. C'est un choix. C'est un choix de ne pas financer les avions d'occasion, car cela nécessiterait une plus grande science, et la science nécessite plus de cerveau, et c'est le cerveau qui coûte cher en banque. Et donc on évite pour le moment, surtout que le secteur des avions neufs est tellement porteur qu'il n'est pas nécessaire de développer aujourd'hui, en tout cas au sein de Natixis, ce besoin. Pour ce qui est mais ça reste une industrie tout à fait honorable, et certainement où on peut probablement faire encore plus d'argent que sur les avions neufs. DVB le prouve d'ailleurs. Pour ce qui est des constructeurs, alors là c'est une question vraiment qui est passionnante, et vous avez raison de la poser. Nous avons peu de temps pour y répondre. D'accord. On a vu le fiasco du 340, j'appelle ça un fiasco, c'est un peu brutal, mais c'est un peu vrai, avec ce quadrimoteur qui a, dans certains de ces modèles, même pas 10 ans d'âge technologiquement, et qui a des difficultés sur le marché secondaire. Le moteur en est la cause, et le constructeur qui a décidé de monopoliser un petit peu tout le programme de maintenance fait que la maintenance sur cet appareil est devenue prohibitif et multipliée par 4 au lieu d'être multipliée par 2. Ces programmes de maintenance, c'est la mode. Les constructeurs de moteurs aujourd'hui vendent des moteurs gratuits pour pouvoir bénéficier des contrats de maintenance. C'est le secret du développement de cette industrie. Et il va falloir que l'industrie financière, et nous en font partie, développe avec ces constructeurs des relations différentes pour être sûr que nous pouvons bénéficier de ces programmes de maintenance. Alors nous avons mis en place récemment un financement où on est effectivement aussi impliqué dans le programme de maintenance avec le motoriste que ne l'est l'airline, en étant subrogé dans les droits, etc. Tout ça se fait légalement, mais c'est nouveau. Et effectivement, ça fait partie du développement de ce que nous devons faire dans ce secteur pour mieux s'adapter au changement qui évolue par les constructeurs, qui est la maîtrise de leur marché secondaire. Une toute dernière question.
My name is Sevdi Yıldırım from TAV, Istanbul. It's good to hear optimistic comments on financing. And I'd like to address my question to Mr. McCormick. You mentioned that there is a new influx of capital investors, in fact, in terms of financing. So in terms of sources of funds, could you give some geographical diversification? Is there any geographical specification for the influx of new capital or new investors? Votre Thank you. réponse très vite. Welcome from Turkey. Turkey is a country that we hold dear to our hearts. Turkish Airlines is our second largest client after Air France. The influx of capital is essentially in dollars, which means it's essentially from the United States. There are sources of investors outside of the United States that we are trying to tap in Asia, in the Middle East, some even in South Africa, everywhere around the world. The problem is getting the dollars. Now, in Turkey, it's a bit different because Turkish Airlines has resources in euros and could conceivably raise capital outside of the US dollar environment by raising a euro equivalent. And I'm sure companies such as Turkish Airlines are thinking about ways to raise investors. Je suis désolé, je suis passé en anglais. J'ai même pas réfléchi. I just switched to English. I didn't realize. I'm sorry. But they're thinking of ways to switch their funding to euros. The sources are different, but they exist, and they essentially are from Japan, Middle East to a certain extent. I'm not as confident in the Middle East, and obviously the US. Still, there's huge amounts of funds available there for companies in Turkey. I'm sure there's plenty of room. Pardon. Votre anglais est parfait. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous, évidemment. Les questions étaient très pertinentes. Je vous invite à rejoindre la salle Saint-Exupéry qui est donc tout à côté pour la clôture de cette première édition du Paris Air Forum. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée.